Monsieur Philippe, Monsieur Philippe Bertha, vous avez la parole pour le mouvement démocrate et démocrate apparenté. Oui, merci, présidente. Bonsoir, docteur Kenny. Oui, Jean-Pierre ne nous laisse pas beaucoup d'espace, avec pas beaucoup de questions en suspens. Mais enfin, je vais quand même revenir. Moi, je reviens sur ce délai de 21 jours. Je partage l'avis de Jean-Pierre. Je ne comprends pas comment on peut remettre en cause une autorisation de mise sur le marché, puisque quand on fait une AMM, il me semble quand même que c'est à partir d'un protocole bien établi, suite à des essais cliniques bien établis, et je ne comprends pas qu'on puisse jouer comme ça, sans refaire des essais cliniques à zéro sur un délai différent entre les deux doses. Ça, c'était le premier point. Mais vous avez balayé très large, ce qui est tout à fait intéressant. Alors, je vais commencer par la question la première question. C'est pas à cause de ça, mais c'est parce qu'elle est revenue à plusieurs reprises sur le délai entre les deux doses. Alors, il peut paraître effectivement intuitivement intéressant de se dire, ben voilà, si on délaie la première dose, la deuxième dose, on peut vacciner plus de gens. Et c'est vrai dans un temps court. Mais ça ne devient plus vrai si on considère qu'en fait, cette deuxième dose, il va falloir la donner. On ne peut pas la repousser, comme certains disent, j'ai vu dans les gens qui disent, oh, peut-être on ne la donnera pas, on peut la donner au bout de 6 mois, etc. Ça, ce n'est pas raisonnable. Donc, la repousser, ça paraît être une approche raisonnable pour pallier au manque de doses, mais en fait, l'avantage qu'on a en repoussant de 3 semaines, puisque c'est bien pour ça, est très rapidement rattrapé, parce que dans la mesure où il faut la donner, ce qu'on a fait, les modélisations qui ont été faites par l'Institut Pasteur d'ailleurs, montrent qu'en mars-avril, en fait, qu'on délaie à 6 semaines ou qu'on ne délaie pas, on aura vacciné à peu près le même nombre de personnes. Donc, c'est potentiellement un bénéfice à court terme, mais avec quels inconvénients? Alors, il y a plusieurs types d'inconvénients. D'abord, effectivement, l'efficacité dans les essais cliniques pour le vaccin Pfizer-BioNTech et pour le vaccin de Moderna montrait une efficacité autour de 50%. Et on pourrait dire qu'effectivement, le bénéfice net de dire je protège les gens à 50% et j'en protège 2 fois plus, en fait, c'est la même chose que de dire je protège les gens à 100% et j'en protège 2 fois moins. En fait, il n'y a pas de bénéfice. Mais en plus, ce qu'on voit maintenant, les données réelles de la vie réelle qui viennent de sortir d'Israël, qui a une campagne massive d'immunisation, montrent qu'en fait, l'efficacité chez les personnes âgées, quand on ne donne qu'une seule dose, tombe à 30%, 33% en réalité. Donc, ça veut dire qu'on fait prendre un risque aux personnes les plus fragiles qu'on peut immuniser, en les immunisant à moitié, ou même pas à moitié, au tiers, et en les laissant donc pendant une période où ils sont très peu protégés jusqu'à ce qu'on leur donne la deuxième dose. Et ceci pour un gain très, très transitoire, puisque, comme je vous disais, au mois de mars-avril, en fait, les deux stratégies, de délayer ou de ne pas délayer, auront amené à vacciner le même nombre de personnes. Donc, un autre argument qu'il a fallu… Alors, il est sain, je pense, que l'HAS ait posé la question et qu'on ait pu en débattre, parce qu'effectivement, c'est une approche qui est suivie par d'autres pays, mais je dirais essentiellement les Britanniques. Et je vais revenir là-dessus, la différence avec les Britanniques. Alors, l'autre argument pour ne pas délayer la dose, c'est qu'on voit qu'on a de plus en plus de variants qui circulent. Et la protection contre les variants pourrait ne pas être aussi bonne que contre le prototype Wuhan, le premier. Alors, que sait-on des variants actuels? Alors, il semble que, et les études qui ont été faites par Moderna et par Pfizer-BioNTech semblent indiquer que leurs vaccins, en tout cas, qui induisent une forte niveau de protection après 2 doses, auraient une protection qui serait maintenue contre le variant dit britannique. Donc, pour celui-là, on n'a pas trop de soucis. Alors, par contre, pour le variant dit sud-africain, on voit que dans les sérums donc des personnes vaccinées ont une affinité, neutralisent moins bien le variant sud-africain et que donc on aurait une perte d'efficacité. Donc, pour cela, on a intérêt effectivement à garder aussi haut que possible le niveau d'immunité, donc de vacciner complètement avec 2 doses, de façon à améliorer autant que possible ou à préserver autant que possible la protection contre ces variants. D'autre part,
quand, je pense que la plupart d'entre vous n'ont jamais fait de la virologie de laboratoire, mais quand on veut sélectionner un variant au laboratoire, ce qu'on fait, une des stratégies, c'est de mettre ce variant en contact avec des quantités sous-optimales d'anticorps neutralisants, et d'essayer de pousser donc le virus à échapper. Et c'est comme ça qu'on produit des variants au laboratoire. Donc, vous pouvez imaginer que si on vaccine de façon imparfaite une grande quantité de population, ces personnes peuvent devenir des réacteurs à variants, si je veux dire, puisqu'ils ont donc une protection imparfaite, et ce qui est une condition très favorable pour l'arrivée de nouveaux variants. Donc, pour toutes ces raisons, la plupart des pays, donc à part... comme j'ai dit, je vais parler de la Grande-Bretagne plus tard, mais le Danemark et le Québec sont donc les seuls pays, à part la Grande-Bretagne, qui a choisi cette approche, et que ce soit les Allemands, les Italiens, les Espagnols, comme la France, ont décidé de maintenir les conditions d'administration de la deuxième dose comme proposé par les producteurs et comme dans l'avis d'autorisation par l'autorité européenne du médicament. Alors, pourquoi est-ce